Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, le pèlerinage des étudiants à Chartres, c'était le week-end dernier. La réaction de Monseigneur Di Falco à la censure par la RATP des affiches du concert des prêtres. Et enfin une exposition au musée du Louvre consacrée au peintre Nicolas Poussin. Dans quelques minutes, vous retrouverez Cyril Le Peigneux avec son invité. Alors Cyril, de quoi allez-vous parler ce soir ? Alors, le thème du jour, ce sera la politique familiale en France, au lendemain de l'Assemblée générale de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Nous en parlerons avec Jean-Marie Andrès, son président. On commence ce journal par le dimanche des Rameaux qui coïncide avec la journée mondiale de la jeunesse. Nous vous l'annoncions jeudi dernier. À cette occasion, de nombreux pèlerinages sont organisés dans les différents diocèses français. À Chartres notamment, la 80e édition du pèlerinage des étudiants a eu lieu le week-end dernier. Ce temps fort a rassemblé des centaines de jeunes de 18 à 30 ans venus de 9 diocèses de la région parisienne. Ils étaient accompagnés par une centaine de prêtres et 10 évêques. Le thème de cette édition était un extrait de la lettre de saint Paul aux Romains. L'espérance ne déçoit pas. Reportage de François-Xavier Mathieu. En dépit d'une pluie battante, de la boue et des premières ampoules aux pieds, les étudiants ont avalé les derniers kilomètres du pèlerinage de Chartres en chantant. Louez Dieu, louez Dieu, notre Seigneur. Quand on a mal aux pieds ou qu'on marche sous la pluie, on pense à Dieu et on pense à la raison pour laquelle on fait ce pèlerinage. Et là, en ce dimanche de Rameaux, on pense à la Passion du Christ aussi. On a beaucoup prié le chapelet avec d'autres participants. Et du coup, ça aide vraiment à se recentrer sur le Christ et à vivre très bien ce pèlerinage. Et c'est une très bonne expérience. À Chartres, Grégory Turpin a accueilli des pèlerins en pleine forme, malgré les dizaines de kilomètres parcourus. Le cardinal André XXIII a béni les rameaux. Il a également donné le coup d'envoi d'une procession dans les rues de Chartres. Les Juifs ont cheminé 40 ans à travers le désert. Ils ont connu la sécheresse et la soif. Vous n'avez pas marché 40 ans, vous n'avez pas connu la sécheresse, je ne sais pas si vous avez connu la soif. À travers notre marche vers la cathédrale, nous voulons mettre nos pas dans les pas du Christ. C'est important pour moi de témoigner de ma foi, pour pouvoir en parler à ceux qui ne la connaissent pas forcément, qui peuvent découvrir Jésus et voir son amour du coup. Cette procession, c'est une manière de le faire, c'est aussi une manière de partager sa foi avec d'autres croyants qui ont notre âge. La messe des Rameaux a conclu le pèlerinage. Elle a également marqué le début de la dernière semaine, au cours de laquelle ces jeunes vont cheminer vers Pâques. Après la fête des Rameaux, le début de la Semaine Sainte est marqué par la messe chrismale. Vous allez le voir sur ces images à Marseille ou encore à Poitiers. Cette messe rassemble tous les prêtres et diacres du diocèse autour de l'évêque avec deux temps forts, le renouvellement des promesses sacerdotales et la consécration du Saint-Crème. Et justement à Lyon, dans le cadre de l'année chrismale, cette célébration revêt une dimension spéciale pour tout le diocèse. Et puis à Paris, la messe chrismale sera célébrée demain à Notre-Dame, un événement que vous pourrez suivre en direct sur KTO. À Rome, bien sûr, pour le pape, c'est aussi une semaine riche en prières et célébrations. Antoine-Marie Isoard reviendra dessus dans quelques instants dans sa chronique Vue de Rome. Un mot sur les statistiques annuelles de l'Église pour l'année 2013. Elles viennent d'être révisées et actualisées. Selon ces statistiques, l'Église catholique manque de vocation religieuse, mais est en revanche en progression dans le monde, avec 25 millions de baptisés, soit 2% d'augmentation en un an. À l'appel de la France, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni vendredi dernier pour évoquer le sort des minorités religieuses au Moyen-Orient. Présent à New York, le patriarche des Chaldéens, Monseigneur Louis-Raphaël Ier Sacco, a invité la communauté internationale à prendre ses responsabilités dans les dossiers syriens et irakiens. Les courants extrémistes islamiques refusent de vivre avec les non-musulmans. Ils les persécutent, les arrachent de leurs maisons et détruisent toute trace de leur histoire. Nous sommes devant une crise culturelle qui monopolise le pouvoir
et démantèle les institutions et restreint la liberté. Il est donc urgent d'établir des critères cohérents fondés sur le droit international. Le monde catholique a perdu un grand guide spirituel. Ce sont les mots du pape François adressés à l'église assyrienne d'Orient après la mort de son patriarche. Mar Dinka IV s'est éteint jeudi dernier à Chicago. Dans son télégramme, le Saint-Père salue par ailleurs son engagement œcuménique et en particulier sa volonté d'améliorer les rapports entre l'église catholique et l'église assyrienne d'Orient. Les deux hommes s'étaient rencontrés en octobre dernier au Vatican. Ils avaient longuement évoqué ensemble les souffrances des chrétiens et des autres minorités religieuses au Moyen-Orient. Et puis les obsèques du patriarche seront célébrées le 8 avril prochain à Chicago. Une veillée de prière était organisée hier soir à la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse par la communauté de Sant'Egidio. Une veillée dédiée à la mémoire des chrétiens martyrs d'hier et d'aujourd'hui. De nombreux représentants de diverses confessions étaient présents. Ils ont rendu un hommage appuyé à ces chrétiens qui ont perdu la vie au nom de leur foi. Ils ne sont pas des gens qui tombaient du ciel, ce sont des simples gens qui ont donné leur vie parce qu'ils étaient des hommes et des femmes de foi. On essaye de continuer aussi, nous, notre tour, de prendre ces gens-là comme exemple. Exemple pour vivre l'espérance et pour dire « la vie pour moi, c'est le Christ ». Nous avons également prié pour les chrétiens qui ont souffert en Amérique du Sud, en Afrique, mais aussi en Palestine, en Syrie, également pour les chrétiens qui ont souffert en Europe de l'Est, notamment en Union soviétique. Quand il s'agit de martyrs, il n'est pas du tout important de quelle confession vous soyez. Ce n'est pas important. Une fois que quelqu'un a souffert pour le Christ, a versé son sang pour le Christ, il est chrétien. Le projet de loi de santé est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. De nombreuses mesures y figurent, parmi lesquelles la suppression du délai de réflexion de 7 jours avant une interruption volontaire de grossesse. Le résultat d'un amendement approuvé en commission des affaires sociales. Pour l'évêque de Grenoble, Monseigneur Kérimel, le respect de la liberté des femmes n'empêche pas de prendre le temps de la réflexion. Monseigneur Kérimel, qui est en charge du groupe de travail mise en place par les évêques sur le phénomène social de l'avortement, s'interroge sur le degré de réflexion comparable à celui d'un consommateur. Il a ainsi déclaré « Vous avez 7 jours pour vous rétracter quand vous achetez quelque chose à distance, 11 pour signer un crédit. Est-ce à dire que le petit être dans le ventre de sa mère est moins que cela ?» Le mensuel du diocèse aux armées ne pourra plus utiliser le logo du ministère de la Défense. La raison de ce retrait, la réaction du magazine en ligne YAG, l'un des sites de la communauté homosexuelle. Une réaction à un édito de Monseigneur Ravel, publié dans le numéro de février d'Église en monde militaire. Dans cet édito, l'évêque aux armées met en parallèle les morts du terrorisme islamique et ceux de l'avortement. Des propos pointés du doigt par YAG qui a interpellé le ministère. Et depuis, le logo a disparu de la revue de l'aumônerie militaire. De son côté, Monseigneur Ravel n'a pas souhaité réagir afin de ne pas alimenter la polémique. La RATP refuse la mention pour les chrétiens d'Orient sur les affiches qui annoncent le concert du groupe Les Prêtres à l'Olympia le 14 juin prochain. Résultat, il a fallu réimprimer les affiches pour le métro qui était pourtant déjà prêtre. Monseigneur Di Falco s'est ému de cette affaire sur Twitter. Il nous fait part de sa réaction. Je m'interroge pour savoir en quoi c'est contraire à la laïcité, eh bien qu'on puisse annoncer qu'un concert a lieu en faveur des chrétiens d'Orient, alors qu'au plus haut niveau des responsables de notre pays, eh bien, il y a eu un certain nombre d'appels pour venir en aide à ces chrétiens qui sont traités de la manière dont nous savons dans les différents pays où ils vivent. Alors, on peut se poser une question, au nom de la liberté d'expression, eh bien, tout est autorisé, on a le droit d'insulter publiquement les chrétiens, mais eux n'ont pas le droit d'exprimer leur foi de manière publique.
En revanche, les Vendéens ont pu découvrir ces derniers jours des affiches surprenantes que l'on n'a pas l'habitude de voir en pleine rue. Dans le cadre de l'année du baptême, lancée par le diocèse de Luçon, une campagne d'affichage originale autour de ce sacrement a été lancée le 20 mars dernier à La Roche-sur-Yon et se poursuit dans plusieurs villes de Vendée. L'objectif, interpeller le grand public sur l'existence et la proposition du baptême pour les adultes. Par le biais de ces affiches, les passants sont invités à se rendre sur le site du diocèse. Sur cette page internet, ils peuvent ainsi découvrir des vidéos autour du baptême. Pourquoi devenir chrétien? Quelle démarche pour cheminer vers ce sacrement? Mais aussi des témoignages de 3 adultes baptisés ces dernières années. Une belle manière de rappeler la démarche de ces adultes qui vont recevoir le baptême à Pâques. On poursuit par une exposition Poussin et Dieu. À l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Nicolas Poussin, le musée du Louvre présente une sélection de 99 œuvres du peintre français consacrées à des thèmes bibliques. Des œuvres dont la dimension chrétienne a été rarement étudiée par les historiens d'art. Cette exposition est donc l'occasion de découvrir le peintre sous un nouveau jour, de découvrir ses réflexions personnelles sur Dieu à travers l'originalité de ses peintures. Une exposition à découvrir donc à partir du 2 avril et jusqu'au 29 juin au musée du Louvre. Direction Rome à présent, on retrouve notre confrère de l'agence de presse Immédiat. Bonjour, la semaine sainte s'est ouverte ce dimanche, place Saint-Pierre, avec la célébration solennelle des rameaux, présidée par le pape François, place Saint-Pierre. Comme chaque année, cette messe a été l'occasion de célébrer aussi la journée mondiale de la jeunesse diocésaine avec en ligne de mire le rassemblement international prévu à Cracovie en Pologne en juillet 2016. Le pape François qui a réduit son rythme la semaine passée, qui a particulièrement planché sur son encyclique à sortir en juin ou juillet prochain, encyclique sur l'écologie humaine, eh bien le pape ne va pas chômer en revanche les jours qui viennent. Après son audience générale hebdomadaire mercredi, le pape célébrera jeudi saint la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre. L'évêque de Rome sera alors entouré des prêtres de son diocèse. Puis l'après-midi, c'est à huis clos qu'il a choisi cette année encore de célébrer la messe de la Scène du Seigneur. Le pape se rendra dans l'après-midi au très grand centre pénitentiaire romain de Rebibbia, à l'est de la ville, une immense prison qui abrite pas moins de 1800 détenus. Le pape, dans la chapelle de la prison, lavera alors les pieds d'une douzaine de détenus, des hommes comme des femmes. Le lendemain, après l'office de la Passion dans la basilique Saint-Pierre, le pape se rendra, comme chaque année, c'est la tradition qui le veut, au Colisée, au cœur de la ville de Rome, pour le traditionnel chemin de croix prévu à 21h15 et que vous pourrez suivre entre autres sur l'antenne de KTO. Au fil des profondes méditations préparées cette année par un évêque à la retraite, Monseigneur Renato Corti, on trouve une exhortation à l'abolition définitive de la peine de mort à travers le monde, ou encore une demande de pardon pour les enfants maltraités jusque dans leur intimité, mais aussi la persécution des chrétiens, avec l'exemple en particulier des chrétiens du Pakistan. Au soir du samedi saint, le pape présidera la vigile pascale dans la basilique Vaticane et puis il présidera le lendemain, le dimanche, la messe solennelle du jour de Pâques, place Saint-Pierre. Et puis à midi, comme le veut la tradition, eh bien, il donnera sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente montée vers Pâques. C'est maintenant l'heure de notre chronique du monde. Cette semaine, on retrouve le père Gonzalo Mezza. Le 27 mars, une délégation de la conférence des évêques catholiques des États-Unis et des pasteurs d'autres confessions ont fait une visite dans un centre de détention pour mineurs, immigrants et leurs familles. Le centre de détention se trouve à Dilley, à Texas. Cette visite est partie de l'engagement de la conférence des évêques pour protéger les droits des immigrés, spécialement les plus vulnérables. L'année dernière, on a assisté à une croissance exponentielle des arrestations de mineurs non accompagnés provenant du Mexique et d'Amérique centrale. Aux États-Unis, il y a à peu près 11 millions de sans-papiers. Beaucoup d'entre eux sont mineurs non accompagnés. En octobre 2014, le président Obama a décrit la situation comme une crise humanitaire. Cela est dû au fait que près de 50 000 mineurs ont été arrêtés par les autorités d'immigration américaines en 2014, soit une augmentation de 92% par rapport à la même période de 2013.
Pourquoi le président a décrit cette situation comme une crise humanitaire? Parce que les mineurs doivent soit suivre un procès devant un juge d'immigration avant d'être déportés ou considérés comme des réfugiés. On ne peut pas déporter un mineur immédiatement comme on le fait avec un adulte. Alors pendant le temps de l'arrestation, les enfants et leurs familles doivent rester au centre de détention spécialisé. Parfois, les enfants y restent pendant des mois. Et le problème est que les centres de détention ont atteint son capacité maximale. Il n'y a plus ni l'espace ni les moyens pour recevoir de nouveaux mineurs immigrés. Et c'est pour cette raison que les évêques ont visité le centre de détention spécialisé à Dilley, Texas. Les évêques veulent valoriser la situation et proposer des recommandations concrètes au Congrès américain. Le système d'immigration aux États-Unis ne fonctionne plus. 11 millions de sans-papiers qui sont clés dans l'économie américaine et plus de 50 000 mineurs non accompagnés sont la preuve de cette faillite du système. Tôt ou tard, on devra affronter ces problèmes avec des solutions réelles, de long terme. Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une très bonne semaine. Place désormais au dossier. Je vous laisse donc en compagnie de Cyril Le Peigneux et de son invité. À jeudi. Très bonne soirée à tous. Alors les réformes de la famille défendues par le gouvernement Ayrault puis Valls ont un impact sur les familles que l'on peut déjà mesurer aujourd'hui. Que peuvent-elles faire pour défendre leur vision de la société? Nous en parlons maintenant avec Jean-Marie Andrès. Bonsoir. Vous êtes président de la CNAFC, la Confédération nationale des associations familiales catholiques, qui vient donc de tenir son assemblée générale le week-end dernier. Alors on l'a vu tout à l'heure, après avoir supprimé en 2014 le critère de détresse, l'Assemblée nationale s'apprête à effacer la semaine de réflexion entre les deux rendez-vous médicaux pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse à la suite de l'amendement de Catherine Coutel voté en commission des affaires sociales. Une réaction ? Je pense que c'est l'expression d'un paradoxe qui, puisque ça ne peut pas être une décision qui postule que plus une femme réfléchit, plus elle va commettre une bêtise. C'est donc que ça suggère plutôt qu'on a envie de réduire le délai de réflexion, c'est-à-dire de pousser davantage à l'avortement. Et ça montre que derrière ce paradoxe, il y a, et à travers le paradoxe de la banalisation de l'avortement, il y a surtout en fait une incapacité dans notre société d'établir un lien entre le corps et la vie, l'amour et la vie, l'amour et le corps, et que nous sommes dans une situation très préoccupante et qui invite à un investissement continu et de fond, non seulement pour lutter contre l'avortement, mais surtout pour enseigner en fait ces liens entre le corps, l'amour, la vie. Quel bilan faites-vous aux AFC de la politique familiale en France de ces dernières années ? Écoutez, la politique familiale en France, en tout cas la politique financière familiale en France, puisque c'est un morceau considérable, est une politique en fait qui a été sacrifiée, qui est une politique de solidarité en fait entre les familles, entre les générations, et qui a été sacrifiée, je dirais, à l'autel des économies, à l'autel de la redistribution, au soi-disant autel de la justice sociale, mais qui fait que les familles, dans le fond, sont les grandes oubliées en fait, de la politique économique actuelle du gouvernement. On ne peut pas dire que les familles les plus modestes sont mieux soutenues qu'avant ? Les familles les plus modestes ne sont pas plus soutenues qu'avant. Et ça laisse penser en fait qu'une société solidaire n'est qu'une société qui s'occupe des plus pauvres, mais c'est une société qui, pour l'instant, en fait, constate surtout qu'elle est incapable de donner du travail aux plus pauvres. Et je crois que c'est ça qui devrait être le premier effort. Et c'est une société aussi qui oublie que les générations, pour être solidaires, elles doivent être d'abord solidaires des familles, c'est-à-dire les familles qui élèvent des enfants. Et les familles qui élèvent des enfants sont des familles qui font des efforts considérables et qui aujourd'hui se serrent considérablement à sentir. Quand je dis considérablement, c'est plus que n'importe quel autre Français. Et dire que c'est ça la justice, nous l'interrogeons. Et sur d'autres plans, pas simplement financiers ? Écoutez, de manière générale, je dirais que la politique familiale, elle est aussi caractérisée par finalement des tentatives multipliées. On l'a vu notamment avec le gender, avec la circulaire sur la ligne Azur de Payon qu'on a fait condamner, qui est une politique qui se caractérise dans le fond par ce qu'on pourrait appeler la marginalisation des parents au bénéfice d'un lien direct, idéologique classique d'ailleurs, entre l'État et l'enfant. Et ça, c'est évidemment une préoccupation parce que non seulement ça conduit à des enseignements
dont nous contestons la qualité, mais en plus, la marginalisation des parents est une politique qui conduit en fait à des problèmes sociétaux certainement très préoccupants. Parents premiers et principaux éducateurs est pour nous un fondement d'une société en réalité plus équilibrée et plus sereine. Qu'est-ce que les AFC proposent à la société française pour sortir un peu de ce marasme ambiant ? C'est vrai qu'on pourrait se demander finalement s'il y a quelque chose à faire dans une situation qui est très stressante, très débilitante. L'investissement dans la famille est certainement en fait une voie dans laquelle il y a énormément à la fois de progrès à faire et d'espérance à avoir. Des progrès, oui, parce que, comme je le disais, parents premiers éducateurs, ça suppose en fait que les parents acceptent de croire en eux-mêmes. Et ça, c'est une priorité absolue et c'est une priorité gagnante. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, parce que c'est vrai qu'avec les années qui passent, un monde supposément toujours de plus de spécialités, les parents aujourd'hui se disent non mais un enfant c'est quand même tellement précieux, tellement fragile, tellement complexe que moi, simple Français, je ne peux pas y réussir. Ce que nous avons appris, nous, au sein des AFC, au travers notamment des chantiers d'éducation, c'est qu'au contraire, les parents, quand ils échangent entre eux, se rendent compte qu'ils ont tous les mêmes problèmes et que quand ils se retroussent les manches, ils parviennent effectivement à trouver des solutions extrêmement efficaces. Parce que la particularité des parents, c'est qu'ils ont un regard tout à fait exclusif sur leurs enfants, puisqu'ils vivent au jour le jour avec eux, ils vivent au jour le jour, année après année, et ça leur donne en fait une compétence extraordinaire, sans évoquer le fait que l'amour des parents est quelque chose de tout à fait particulier qui accentue en fait la pertinence de ce qu'ils apportent. Et donc ils sont capables de cette éducation. Alors comment vous jouez votre partition justement pour, pas s'immiscer j'imagine, mais nourrir cette relation parent-enfant, ou en tout cas permettre aux parents de peut-être retrouver confiance dans ce qu'ils sont ? Eh bien, écoutez, la formule est toute simple mais très efficace. Elle consiste en fait à ce que les parents entre eux, discutent des problèmes éducatifs qu'ils rencontrent, parce que lors de cette discussion, précisément, ils perçoivent qu'ils ont des problèmes qui sont analogues et que les solutions des uns et des autres ne sont pas si bêtes, mais oui, et qu'elles apportent vraiment des fruits, et qu'en particulier, ils sont capables de faire ce sur-mesure dont on a tant besoin. Et donc, quand on se met ensemble, qu'on réfléchit ensemble, on reprend confiance et donc on reprend la route avec beaucoup de fruits. Et alors ce lieu de dialogue, il est où ? Alors, il s'appelle, pour ce qui concerne les chantiers d'éducation, donc chantier d'éducation, c'est-à-dire chantier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on retrousse les manches, on prend les pelles et les pioches et on y va. Et on assomme les enfants, c'est ça ? Alors, si on n'est pas trop maladroit, on peut assommer les enfants, mais le plus souvent, en fait, la route avance et le chemin s'ouvre à eux. Alors la rentrée prochaine, il y aura une grosse actualité familiale. Il y aura la rencontre mondiale des familles à Philadelphie du 22 au 27 septembre. Il y aura le synode ordinaire sur la famille du 4 au 25 octobre. Puis c'est à ce moment-là, le 4 octobre, que vous organiserez une nouvelle édition de la Fête des familles. Alors quelle sera la spécificité cette année ? Alors précisément, c'est la spécificité de la Fête des familles que nous proposons pour le 10e anniversaire de cette fête, c'est au plus grand nombre, de leur offrir cette opportunité de se rendre compte qu'ils sont effectivement capables d'éducation. Et que quand ils se retroussent les manches, c'est parfois difficile, mais il y a des résultats au bout et que ce voyage mérite d'être entrepris. S'il y avait un mot à dire sur les freins à votre action, ça serait quoi ? Les freins à l'action éducative en général, c'est certainement justement cette absence d'espérance. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre vraiment beaucoup l'accent. Comme le disait le pèlerinage de Chartres, l'espérance n'est jamais déçue. Merci beaucoup pour votre présence et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez évidemment revoir ce programme sur ktotv.com et avec toute l'équipe, on vous souhaite évidemment une bonne semaine sainte et sinon rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée à tous.